Salut les gens, c'est Léon, j'espère que vous n'êtes pas transformés en glaçons par cette période hivernale. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre qui se nomme « Dans quelle France on vit ?» de la journaliste Anne Niva. Alors Anne Niva, c'est la compagne, pour faire un peu plus connu, la compagne du journaliste intervieweur de RMC et BFM TV, RMC Découverte aussi je crois, Jean-Jacques Bourdin. Donc Anne Niva, c'est une reporter de guerre qui va vivre chez les gens pour parler de leur quotidien. Alors le livre que je vous présente aujourd'hui, Dans quelle France on vit, c'est, pour faire vite, un petit résumé, une visite de la France, du terrain, où Anne Niva a fait ce qu'elle fait habituellement dans les pays en guerre, mais cette fois dans son pays, la France. Ce livre, aux éditions Fayard, paru en 2017, peu de temps avant l'élection présidentielle. Alors, pourquoi je vous parle de ce livre ? Donc, c'est un livre qui a eu pas mal de promotions médiatiques pendant la campagne présidentielle de 2017, et ça semblait décrire des aspects de la France qu'on n'entend pas spécialement dans les médias traditionnels. Il y a des témoignages, donc voilà pourquoi ça m'intéressait. Dans ce livre, Anne Niva tourne dans 6 villes de France. Ce sont des villes intermédiaires, on n'est pas en pleine campagne, on n'est pas dans les villages de 400 000 habitants, mais on n'est pas non plus dans les plus grosses villes. Donc ce livre nous emmène à la rencontre des habitants de Évreux, de Laon, Laon, de Laval, de Montluçon, de Lons-le-Saunier et d'Ajaccio pour le sud. Le contexte parfois historique y est décrit et Anne Niva y donne la parole aux gens qu'elle a rencontrés. Alors que nous dit le résumé de ce livre ? Le voici. La France, la connaît-on ? Comment la raconter ? Anne Niva, reporter de guerre, familière des lointains conflits en terre irakienne, afghane ou tchétchène, porte pour la première fois son regard sur l'Hexagone. Pour cette immersion dans 6 villes de France, à l'heure où les journalistes sont parfois taxés d'arrogance, la reporter de terrain se place à hauteur de ces femmes et de ces hommes côtoyés durant des semaines chez qui elle a vécu. À Évreux, Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saunier, Ajaccio, tous lui ont confié leurs préoccupations, leurs projets, lui ont donné à voir leur vie. Qui sont ces Français oubliés que l'on accuse parfois de mal voter et qu'on ne va jamais rencontrer ? Ils ont évoqué ensemble le sentiment de déclassement et celui d'insécurité, le poids du chômage, le malaise des jeunes, le questionnement sur l'identité. Reconversion réussie, humour et espoir jalonnent aussi cette enquête. À milieu des discours stéréotypés charriés par la campagne électorale de cette année 2017, ce récit dénué de préjugés sonne vrai parce qu'il a été recueilli sans hâte et sans tabou, avec honnêteté, respect et minutie. Voilà pour ce petit résumé. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce bouquin ? Mon avis, il est mitigé, parce que déjà, c'est un bouquin que j'ai lu en 2 fois. Donc ça démarre mal. Je l'avais démarré lorsque je l'ai acheté en juillet 2017, donc juin-juillet, donc un peu après pendant ou après, je ne sais plus exactement, la campagne législative et évidemment après l'élection d'Emmanuel Macron. Mais c'est un livre donc qui est sorti avant ça, et donc les témoignages tourne un peu sur les années 2015-2016. Donc la parole des gens, elle est 1 ou 2 ans avant l'élection présidentielle. Voilà, donc j'ai démarré ce livre à cette période-là, juin 2017 on va dire, et je l'ai laissé de côté parce que à cette période j'ai dû beaucoup bosser d'une part, et aussi parce que les 50 premières pages de ce livre, sur un peu moins de 500, étaient pas franchement passionnantes. Ça démarre sur la rencontre d'Anne Niva avec des étrangers, des Tchétchènes à Évreux. Elle se centre là-dessus un peu au départ parce que les Tchétchènes, elle les a rencontrés dans leur pays pour un autre bouquin, je pense. Et ça m'a pas franchement transcendé. On va dire qu'il y a du bon et il y a du mauvais dans ce livre. Donc on va démarrer sur ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu dans ce bouquin, c'est vraiment les témoignages des gens qui sont pleins de vérité et d'intérêt. On retrouve un peu tous les pans de la société, il y a des chapitres dans tous les milieux. Il y a les conservateurs catholiques, on a les pauvres, les SDF, on a les migrants, on a les entrepreneurs qui se plaignent des taxes, des normes et des règles, on a les travailleurs précaires, on a les racistes, on a les jeunes de banlieue, on nous parle aussi des terroristes, quand bien même elle ne les a pas forcément rencontrés. Voilà, donc Anne Niva donne la parole à tout le monde.
j'allais dire, il n'y a pas de parti pris, mais bon, si, un petit peu quand même. Enfin, j'ai envie de dire, de toute manière, quand vous prenez une production littéraire, où il y a toujours un peu de la patte de la personne qui crée la production, donc on sent quand même qu'elle y va. Bon, alors je me lance un peu, je mets une pièce, mais je pense que ça doit être une sociodémocrate. Il y a un passage dans le livre où elle dort, puisque je vous ai dit, hein, pour être au quotidien, au cœur du quotidien des gens, en fait, elle s'invite chez les gens et elle dort chez eux. Donc forcément, elle colle avec la réalité des gens. Et donc il y a un moment où la personne qui l'a accueillie, c'est une personne vraiment raciste, très raciste, qui tient des propos extrémistes qui voudrait l'avènement au pouvoir d'un ultranationaliste, il me semble, d'un général, enfin en gros d'un militaire, quoi. Donc un État, une bonne vieille dictature, un truc bien État policier, et une personne qui vraiment aime pas les étrangers. Donc elle dort chez ce personnage, et elle dit clairement qu'il lui tape sur les nerfs, qu'elle le supporte pas, qu'elle comprend d'ailleurs même pas pourquoi cette personne l'a accueilli chez lui. Et il y a un passage qui m'a un peu marqué dans ce bouquin. Bon, en gros, elle lui demande, alors je sais plus ce qu'elle lui dit exactement, mais ça doit être un truc du type, est-ce que vous vous intéressez à la vie des gens? Et le type répond, pourquoi est-ce que je m'y intéresserais? Et Aniva, elle est sur le cul en fait. Vraiment, elle se dit, mais parce que elle s'intéresse à la vie des gens, forcément, elle fait des bouquins en allant voir les gens et en racontant leur vie. Et la réponse du type la sidère en fait. Et elle comprend même pas qu'on puisse lui répondre ça. Et donc, elle parle du gars, donc elle remercie tous les gens qui l'ont accueilli dans le bouquin, mais quand même, quand elle parle de ce type, on sent que vraiment, il lui a tapé sur le système. Donc c'est là où je me dis que Aniva, c'est une sociodémocrate. Hein. Elle n'est pas du bord de Marine Le Pen. Voilà. Donc, elle retranscrit la parole de tout le monde. Quand bien même, elle a un parti pris, en même temps, tout le monde a un minimum de parti pris. Donc, le ressenti des gens, c'est clairement le point fort de ce bouquin. On entend tous les soucis de la France. Alors après, les soucis de la France, selon le point de vue de chacun, évidemment, hein, c'est subjectif. Donc, des fois, les gens disent n'importe quoi, mais c'est leur pensée et c'est ce qu'ils pensent et il faut le respecter. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est la perception des gens, parce qu'après tout, quand les gens votent, ils votent pas sur la réalité, ils votent sur leur perception de la réalité. Et c'est ça qui est important. Ce qui m'a déplu dans ce bouquin, pour passer aux éléments un peu moins agréables, c'est tout le côté descriptif et historique du livre. Alors, je suis pas opposé par principe à ça, mais pour prendre un autre exemple, quand je lis un bouquin de Jean-Luc Mélenchon, lui, il sait mettre en valeur le passé et l'histoire. Il sait rendre la chose intéressante. Et il y en a bien d'autres qui savent la rendre intéressante. Mais pas avec Aniva. Aniva, quand elle se lance dans l'histoire d'une ville, c'est rasoir en fait, c'est pas intéressant et puis et ça donne envie de poser le livre et c'est pas agréable du tout. Je prends Jean-Luc Mélenchon parce que ce qui m'est venu à l'esprit c'est son livre De la vertu où quand il lit quand il décrit des événements historiques vraiment c'est limite si on s'y croirait en fait. Il a une façon de raconter qui est vraiment intéressante, mais avec Aniva non. Vraiment, c'est rasoir. Donc la description des villes aussi. Alors là, je suis pas très certain qu'on puisse rendre une description de ville intéressante. C'est du contexte, hein. Je pense qu'il y en a besoin dans un bouquin. Mais moi, ça me saoule en fait. Clairement, ça me saoule. C'est des passages, s'ils n'y avaient pas été, je n'en aurais pas voulu. Qu'est-ce qui m'a déplu aussi? Des fois, dans ce bouquin, il y a des aberrations qu'on peut démonter. Donc là, c'est par rapport au point de vue, par rapport à ce que raconte Aniva. Alors, du genre, un exemple. Aniva écrit, alors elle dit, voilà, j'arrive dans telle ville, j'arrive dans une terre Front National. Sauf que si on observe, si on prend les chiffres stricto sensu, qu'on observe qui a voté, les taux d'abstention, l'abstention, et qu'est-ce qui reste de Front National par rapport au nombre d'électeurs inscrits,
Je parle même pas des non-inscrits, puisque ça, on a l'habitude de les occulter. Donc si on observe tout ça, on se rend compte que, bah non, c'est faux. On n'est pas en terre FN, on est en terre où, certes, les gens votent plus Front National qu'à Paris, à Marseille ou à Bordeaux ou à Lyon. Mais non, on n'est pas en terre frontiste. C'est une connerie. Enfin, donc il y en a quand même plus qu'ailleurs, mais ça reste quand même assez peu et assez minoritaire. Et moi, c'est vraiment comment dire, cette présentation médiatique que je trouve très gênante et très fausse, parce que bon, c'est sûr, c'est pas sexy de parler des abstentionnistes ou des gens qui sont pas inscrits, mais en même temps, ils existent, les gens-là, et c'est aussi ça a aussi une signification politique de dire que les gens ne vont pas voter, et décrire certaines villes comme des villes FN, alors que si on prend les stats, on se retrouve en gros avec 20% des gens qui ont le droit de vote, ou même 15% des gens qui ont le droit de vote, ou même 10 ou 11% des gens qui ont le droit de vote qui ont voté pour le FN. Non, c'est pas une ville frontiste, parce qu'en fait 9 personnes sur 10 ou 8 personnes sur 10 n'ont pas voté pour le FN, le Rassemblement National aujourd'hui. Et donc c'est pas une ville frontiste, c'est une ville où il y a plus de gens FN, mais c'est pas une ville frontiste. Donc bon, je racle un peu là-dessus, mais moi je trouve que c'est important, que ça mérite d'être dit. Et donc quand il y a des aberrations comme ça qui sont balancées, comment dire, ça mérite d'être dit. Il y a aussi autre chose, alors là pour le coup c'est sur les chômeurs, les demandeurs d'emploi. Ça j'y reviendrai après, j'en parlerai dans un autre paragraphe, entre guillemets, dans une autre section de ma vidéo. Qu'est-ce que ce livre peut vous apporter ? Alors, c'est clair que si vous êtes un bourgeois, donc quelqu'un de très aisé, ou un habitant de grande ville, type Paris, Lyon, Marseille, voire Strasbourg, etc., lisez ça et vous allez tomber le cul par terre. C'est un retour à la réalité absolue. En tout cas, à une partie de la réalité française. Et la partie qu'on voit pas forcément le plus. Les moments marquants de ce livre. Alors, il y a les flics qui répondent aux standards, qui envoient paître les gens, qui se plaignent au téléphone du vandalisme, des jeunes qui font du bruit avec leurs scouts, enfin donc c'est pas mal, hein, parce qu'on a un flic qui dit en gros aux gens écoutez, désolé mais on peut pas venir, va falloir se débrouiller tout seul. Alors son collègue qui lui dit non mais il faut pas dire ça, et puis il dit mais si on va le dire, parce que comme ça au moins les gens ils leur montreront, et puis ils se rendront bien compte qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas assez pour répondre à la demande des gens, et que c'est pas possible, et qu'on est en minorité. Donc là on voit que on a une sorte de défense du service public de la part dans son discours, en fait, de la part du flic. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a moi, ce qui m'a marqué, c'est le ras-le-bol et puis le mépris pour les hommes politiques, de dire que c'est des gens qui font des belles promesses, qui servent à rien, qui font pas ce qu'ils disent et tout ça. Il y a un passage qui m'a un peu choqué aussi quand on lit ça aujourd'hui en 2019, bientôt 2020, pour ceux qui verront la vidéo en 2020 et encore après. C'est la personne qui dit en gros « La France est foutue ». Elle est dans la merde, il n'y a que deux politiques qui peuvent la sauver, c'est Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Et là, on se dit comment c'est possible de mettre ces deux-là en tant que sauveurs de la France, parce qu'ils ont quand même un positionnement économique qui est radicalement opposé. Donc on se dit, mais la personne qui tient ces propos, est-ce qu'elle se rend compte qu'elle a là deux solutions en matière d'économie et de partage à la fois du temps de travail, des richesses, de la considération qu'on a pour les pauvres ou pour les riches, qui est quand même absolument opposée. C'est des solutions très différentes. Donc c'est un passage qui m'a marqué. C'est là où je vous dis que finalement, voilà, chacun voit les choses avec ses connaissances et un point de vue et un vote qui est différent en fonction de ses connaissances, avec parfois des aberrations. Mais bon, c'est aussi ça, un être humain. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de marquant aussi ? Le passage où Aniva suit des demandeurs d'emploi, elle va sur un forum.
Donc on a des demandeurs d'emploi qui patinent, qui rament pour sortir de leur statut. On a des précaires aussi. Comme je disais, voilà, c'est un passage qui m'a un peu gêné. Quand je disais que Aniva est une sociodémocrate, on sent qu'elle n'est pas d'extrême gauche, pas d'extrême droite non plus, mais parce qu'en gros, elle soutient la thèse comme quoi les gens ne veulent pas travailler. Donc on sent que c'est plutôt une hollandiste, macroniste, pour faire simple. C'est la thèse du pauvre qui est responsable de sa pauvreté, en fait. De son sort, de sa situation, c'est de sa faute s'il en est là. Pourtant, les sciences sociales montrent bien que tout ça, c'est de la foutaise. Après, qu'une personne ne veuille pas faire un métier en particulier ou un emploi en particulier, oui, évidemment, parce qu'on n'est pas tous faits pour faire n'importe quel job. Et puis, les gens ne sont pas interchangeables. Tout ne convient pas à tout le monde. Mais moi, je connais personne qui veut être sans activité et qui aime se présenter quand il rencontre quelqu'un comme inactif. Salut, comment tu vas qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah bah tiens, moi je suis chauffeur de bus, ou moi je suis médecin, ou je suis enseignant, ou je suis psychologue. Et toi, tu fais quoi? Ah bah moi je fais rien. Voilà, quand on rencontre quelqu'un et qu'on est demandeur d'emploi, je suis pas certain que ça plaise à qui que ce soit de se présenter comme tel, en fait. Alors, je suis bien conscient que le travail, c'est à la fois une contrainte, ça c'est clair et net, il y a beaucoup de gens qui l'ont compris, c'est une contrainte. Quand vous êtes ouvrier sur chaîne, que vous passez 7 heures je sais pas moi, à prendre des choses sur un tapis et à les poser ailleurs, ou à percer un trou, je ne sais quoi, c'est rasoir. Mais c'est aussi j'appellerais ça un ciment identitaire et un moyen de se socialiser. La personne se définit par rapport à son travail, à ce qu'elle est, à ce qu'elle fait. Ça la construit en tant que personne et ça la valorise. Ça lui donne une place dans la société. Et ça permet aussi de se socialiser. La personne existe à travers le contact avec ses collègues, à travers son appartenance aussi à une entreprise ou à un service public. Et ça, c'est des choses qu'on n'entend pas chez Aniva. On sent juste, en gros, elle prend le point de vue de quelqu'un et puis elle dit voilà, telle personne. Alors moi, je trouve ça en plus absolument aberrant parce qu'elle prend le point de vue d'une psychologue du travail. Donc la personne est censée être blindée en connaissances sur ce sujet et apparemment, elle aurait soutenu la thèse selon laquelle les gens ne veulent pas travailler. Moi, je dis pas que les gens ne veulent pas travailler, je dis qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire certains emplois parce qu'ils sont pas faits pour ça. Parce que, oui, des fois, ils n'ont pas envie de faire cet emploi. Des fois, ils n'ont pas la formation pour. Et je trouve que ça a quelque chose de dramatique de voir Aniva soutenir la thèse des gens qui veulent pas avoir de boulot, en reprenant en plus les propos d'un psychologue du travail, en fait. Je trouve ça dramatique. Alors ce bouquin, il fait presque 500 pages, gros format. En tout cas, moi, celui que j'ai acheté, c'était un gros format. Aujourd'hui, ce livre que j'avais acheté à l'époque, 22 € neuf, on le trouve à 3 € d'occasion, plus les frais de port, je pense que ça doit faire 5 ou 6 €. Et on le trouve aussi maintenant à 10 € en neuf, en format poche. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas s'il a fonctionné, ce bouquin, mais en tout cas, il avait vraiment une sacrée couverture médiatique à l'époque. Est-ce que je vous conseille ce livre ? C'est un livre qui a 2 ans maintenant, mais je pense que c'est toujours valable pour connaître la vie des gens, leurs difficultés et leurs espérances. Alors si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 12 sur 20. Pour moi, c'est pas extraordinaire, mais les témoignages des gens donnent un intérêt à la lecture de ce livre. C'est vraiment le gros point fort de ce bouquin. Voilà, dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, si ça a pu vous donner envie de lire ce livre ou de voir éventuellement les contenus dont je vous aurais parlé autrement. Je vous ai parlé du livre De la vertu de Mélenchon. Un livre avec des entretiens aussi, c'est ce livre sur le Front National, Comment devient-on électeur FN, dont je vous ai aussi fait un résumé. Pour le coup, en termes de paroles des gens, là, c'est un vrai... Il y a un pont entre ce bouquin et l'autre, on va dire, par moment. Voilà, si ça vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous pour une prochaine. Sinon, bonne année 2020, pour ceux qui entendront ça
bonne fête, bonne année 2020 pour ceux qui entendront ça vers la fin de l'année et éventuellement au mois de janvier. Salut les gens!